Alors, cette histoire de la productivité des travailleurs du savoir, il faut comprendre d'où ça vient. Les travailleurs du savoir, c'est une idée qui consiste à dire qu'on est entré dans une ère aujourd'hui dont le sujet, c'est plus de gérer la productivité d'ouvriers ou d'employés de bureau. Accessoirement, on a été incroyablement bon à faire ça pendant plein d'années. Imaginez qu'en 60 ans, depuis l'après-Deuxième Guerre mondiale, la productivité des ouvriers, des employés de bureau a été multipliée par 50. En 60 ans, c'est formidable. Donc vous voyez, il y a une idée dans les modes de management qui ont été utilisés après la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des idées qui étaient manifestement très performantes. Seulement, voilà, le monde moderne, celui qui principalement participe de la révolution digitale, est un monde qui introduit le fait que les gens aujourd'hui ne travaillent plus simplement en fonction de directives ou en fonction de ce qu'on leur dit de faire, mais plutôt à partir de ce qu'ils ont choisi de faire. Et la notion de travailleur du savoir, c'est très lié au monde digital. Il faut bien se comprendre. Il y a deux choses importantes à bien comprendre. La première, c'est que bien évidemment, il ne s'agit pas uniquement de quelque chose qui se passe dans le tertiaire pour des gens très éduqués. Vous avez aujourd'hui des travailleurs du savoir dans des usines et dans des ateliers. Vous voyez, par exemple, une opératrice qui va s'occuper de faire des coils de bobines, vous savez, des cartes à puce, par exemple, comme Gemalto le faisait aujourd'hui Thales, va recevoir des instructions par PDF, va devoir gérer des logiciels. Donc, en fait, on est aussi sur des gens dont le principal moteur n'est plus la force physique, mais bien, au contraire, la force cognitive et la disponibilité mentale. Et la deuxième chose, c'est que si vous regardez, même dans les industries les plus lourdes, quand vous commencez à monter dans les hiérarchies, quand vous êtes manager, quand vous devenez a fortiori cadre supérieur ou dirigeant, eh bien, de toute façon, votre métier est un métier de nature intellectuelle. Donc, les travailleurs du savoir, ce n'est pas juste une micro-population qui serait identifiée comme étant marginale. En réalité, c'est le monde du travail d'aujourd'hui. Alors, il y a une énorme différence avec les travailleurs du savoir, c'est que la plupart du temps, ils savent mieux que vous ce qu'ils doivent faire dans leur métier. Autrement dit, ils savent mieux que leur boss comment ils doivent s'organiser. Et ça, c'est une première dimension qui est importante à comprendre, c'est que vous ne pouvez pas contrôler ce que les gens vont mettre comme intensité dans leur travail. Et or, cette question de la productivité est une question d'intensité mise par le travail de manière volontaire, de manière discrétionnaire. Donc en fait, d'ailleurs, en anglais, on parle de discretionary effort. L'effort discrétionnaire, c'est le fait que je vais choisir ou pas de faire. Et donc, toute la gestion de la productivité va dépendre de la capacité à activer cette envie de faire ou pas. Alors, ça prend plein de formes. Disons, si on veut essayer de résumer les choses, il y a 3 caractéristiques qu'on retrouve chez les travailleurs du savoir. La première des choses, c'est que ce sont très souvent des personnes qui sont ce qu'on appelle des snowball learners. Snowball learners veut dire que ce sont des gens en capacité d'apprendre et d'apprendre en boule de neige, c'est-à-dire qu'ils ne cessent jamais d'apprendre, ils vont toujours chercher à apprendre. La deuxième caractéristique, c'est que ce ne sont pas forcément des gens créatifs dans l'absolu, mais ils sont assez créatifs dans la mise en œuvre. Donc, il y a une capacité à s'approprier les métiers, à avoir de l'ingéniosité. Et là aussi, le mot anglais est intéressant parce que ça se dit resourcefulness. Vous voyez, ils sont pleins de ressources, ils ont la capacité à rebondir, qui est très supérieure à ce qu'on a pu connaître pendant plein d'années. La troisième caractéristique, c'est que ce sont des resource investigators. Et là, je vais insister sur une notion qui, pour moi, est assez importante, c'est qu'il ne faut pas chercher à contrôler ce que font ces gens-là. Au contraire, il faut chercher à activer le fait qu'en permanence, ils vont être confrontés à l'extérieur, ils vont essayer d'aller chercher des idées nouvelles, des ressources à l'extérieur de l'organisation pour pouvoir mieux faire leur travail à l'intérieur de l'organisation. Autre conséquence de ça, c'est que vouloir contrôler leur temps de travail est absurde. Et vous voyez, les débats modernes sont des débats qui nous invitent à penser combien on doit faire de journées de télétravail dans une semaine. Ce n'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Ou bien, par exemple, la déconnexion. Ça, ce sont des débats un peu contre-intuitifs, si vous voulez. C'est-à-dire que pour un travailleur du savoir, le vrai sujet n'est pas de savoir quand il doit travailler et quand on lui dit de travailler, c'est que l'organisation soit suffisamment smart pour mettre à sa disposition la technologie, les outils, les moyens et aussi le cadre de travail qui lui permet de travailler quand il veut, au mieux de ce qu'il veut. Si je veux envoyer un email le samedi à minuit, ça doit être ma décision et pas celle de l'entreprise. Alors vous voyez, ça vient entrechoquer un vieux monde, un monde qu'on a mis beaucoup de temps à organiser, et ma génération la première. Donc en fait, on est face à une approche managériale très différente de ce qu'on a connu. Et c'est pour ça que cette question fondamentale, qui est comment gérer la productivité de cette race
masse nouvelle, si vous voulez, de travailleurs devient beaucoup plus complexe qu'elle ne l'a jamais été. Alors, d'un point de vue très concret, qu'est-ce que ça veut dire ? Chez Mazars, par exemple, nous vivons dans l'héritage de Robert Mazars. Alors, Mazars, comme McKinsey, porte le nom de son fondateur, même si ce sont les successeurs qui ont beaucoup développé l'entreprise. Mais Robert Mazars a posé les bases de quelques principes qu'encore aujourd'hui on utilise, dont un, curieusement, qui est très adapté au monde des travailleurs du savoir. La caractéristique que Robert Mazars souhaitait mettre en avant, on l'a d'ailleurs plus tard souvent attribuée à Steve Jobs. Alors que, bien évidemment, vous imaginez, Robert Mazars était bien plus âgé ou plus ancien, disons, que Steve Jobs. C'est qu'il disait d'abord ne recrutez que des gens qui vous sont supérieurs. C'est-à-dire que la qualité d'une entreprise, a fortiori un challenger comme nous, c'est d'être capable de toujours attirer des talents de plus en plus sharp, de plus en plus évolués. La deuxième caractéristique, et elle va de pair, c'est de dire que si vous embauchez des gens smart, ce n'est pas pour leur dicter ce qu'ils doivent faire, c'est pour leur demander ce qu'il faut faire. Et donc, vous voyez, là, ça pose une question importante à une organisation ou à un management. C'est finalement que le manager n'est pas celui qui sait plus, n'est pas celui qui sait mieux. C'est celui qui va être capable, au contraire, de libérer justement cette énergie, qui va être capable aussi, d'une certaine façon, d'aller demander à la personne comment il verrait les choses. Alors, je vais vous prendre un exemple extrêmement concret, mais c'est quoi une conversation intéressante ou intelligente avec des travailleurs du savoir ? Je vais articuler ça autour de 6 questions clés. Alors, sachez d'abord que quand vous êtes dirigeant, vous avez d'une façon générale une centaine de ce qu'on appellerait des conversations critiques par an, entre 50 et 100. Une conversation critique, c'est une conversation qui change votre destin ou celui de votre interlocuteur. Alors, quand vous êtes vous le dirigeant, la plupart du temps, dans 80%, ça change plutôt le destin de votre interlocuteur. C'est quoi les 6 questions clés ? La première, alors c'est pas comment ça va. Une question très, très bête, très stupide, c'est pas celle-là qu'il faut poser. Vous voyez, imaginez que vous n'avez que 20 minutes peut-être, ou une demi-heure maximum à passer avec cette personne. Comment vous allez conduire votre entretien ? Question numéro 1, c'est où allons-nous ? C'est-à-dire de demander à la personne de s'associer à la réflexion sur la destinée, la trajectoire, la stratégie de l'entreprise. Donc la première question n'est pas centrée sur elle. Ce n'est pas une question où on va la mettre sur le grill, la personne. C'est une question où on va lui dire d'Ivoire, où est-ce qu'on va ensemble ? La deuxième question qui va avec ça, c'est à l'intérieur de ça, toi, où vas-tu ? C'est-à-dire, finalement, quelle est ta projection personnelle dans une aventure collective ? Le troisième temps, c'est de lui demander qu'est-ce qui va bien ? Et vous voyez, beaucoup de managers avant essayaient de se focaliser très très vite sur ce qui n'allait pas. Là, c'est qu'est-ce qui va bien ? Qu'est-ce qui marche bien ? La quatrième question, c'est à l'inverse, si tu avais une baguette magique, quelle serait la première chose que tu changerais immédiatement ? La cinquième question, c'est une question qui est un peu particulière, vous allez voir, mais elle consiste à dire en quoi puis-je t'aider ? Donc ça consiste à voir votre organisation, votre métier, votre rôle de manager comme de demander à d'autres personnes en quoi vous pouvez les aider et non pas en quoi eux peuvent vous aider. La dernière question, elle est intéressante, c'est « donne-moi un conseil ». Autrement dit, voyez, imaginez-vous, projetez-vous comme manager en train de demander aux gens qui bossent pour vous quel conseil tu me donnerais. Et vous voyez, ces 6 questions clés sont de 6 questions qui évidemment sont assez contre-intuitives par rapport à ce qu'a été le management pendant tant d'années. Et encore une fois, je ne critique pas ce qu'il a été puisque ça a démontré des résultats que pour l'instant d'ailleurs, les modes modernes de management n'ont pas pu encore démontrer par rapport justement à ces travailleurs du savoir. Mais vous voyez qu'on est dans une révolution totale, c'est-à-dire on voit les choses à l'envers. Alors cette posture, elle invite, elle incite à être moins manager et être plus coach. Alors moi, pendant des années, je n'ai pas aimé ce mot de coach, même si, de facto, j'ai pratiqué ce métier-là toujours en parallèle de mes métiers de dirigeant en entreprise, d'executive coach, c'est-à-dire d'accompagner des dirigeants dans leur évolution professionnelle et leurs progrès comportementaux. Vous voyez, le manager coach, vous le retrouvez sous plein de formes partout. Des très grandes entreprises comme L'Oréal, par exemple, a été formidable dans la transformation de sa conception du management. Eh bien, le manager coach, c'est celui-là. C'est celui qui n'agit plus comme un chef qui sait, mais qui finalement se comporte comme quelqu'un qui accompagne l'intelligence et le développement des autres. C'est, à mon avis, aujourd'hui, la meilleure manière de traiter votre question, c'est-à-dire finalement comment on manage la productivité des travailleurs du savoir.